Smart et réglo, le focus juridique chaque jour sur notre antenne pour avoir un éclairage précis d'un avocat et d'un juriste sur des points extrêmement précis. Estelle Damilano, merci Estelle d'être avec nous. Bonjour. C'est votre premier passage dans Smart et réglo. Tout à fait. Mais peut-être qu'il en préfigure évidemment bien d'autres. Experte en droit social chez Information Décisionnelle. On parle de la rupture du contrat de travail pendant cette période de crise. Concrètement, est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'elle s'applique de la même manière? Est-ce que cette crise Covid, j'ai envie de dire, a apporté des garanties supplémentaires dans le cadre d'une rupture de contrat de travail? Alors, le droit social n'est pas assez adaptable. Il n'est pas souple au point de s'adapter aux crises. Non, ça aurait été bien, effectivement, de prévoir un nouveau cadre dans le cadre de cette pandémie. Malheureusement, le droit social a un temps plus long. Du coup, la rupture du contrat de travail obéit encore aux anciennes règles, c'est-à-dire de justifier d'un motif avéré, non lié à la pandémie. Puisque, bien sûr, d'être malade ou d'être en difficulté économique pour l'instant n'est pas un motif suffisant. C'est pas un motif suffisant. On ne peut pas faire valoir le fait d'avoir été contaminé, puis malade, et parfois avoir des séquelles, puisqu'il y a aussi des salariés qui ont des séquelles longues, pour justifier le fait de rompre son contrat de travail et d'avoir les droits qui vont avec. Alors, la maladie est un motif discriminatoire, bien sûr. On ne peut pas licencier quelqu'un parce qu'il est malade ou qu'il a été contaminé par la Covid-19. On ne peut pas rompre un CDD d'une manière anticipée, ça vous nous le confirmez. Là, on se place du côté de l'employeur qui dirait je romps ce CDD anticipé, c'est-à-dire je lui avais donné 9 mois, je romps au bout de 4, parce que la crise Covid, comment on fait là? Comment fait l'employeur? Non, malheureusement, le CDD a été embauché pour une période bien précise. Et si l'employeur veut évoquer des cas de rupture, par exemple, comme la force majeure, ça va être difficilement évocable. Pourquoi? Parce que la force majeure a le caractère extérieur, imprévisible et irrésistible. Or, c'est difficilement admis en droit social. Par exemple, vous savez, au moment de la pandémie du chikungunya, absolument, qui était le moustique tueur. Exactement. Absolument. Et même ça n'avait pas été reconnu comme un cas de force majeure pour rompre le CDD. Et c'est d'ailleurs assez étonnant, parce que c'est un moustique qui handicapait le corps, qui bloquait les articulations de mémoire, et qui devait empêcher de travailler dans des conditions optimales. Oui, mais d'un point de vue de l'employeur, les juges, en tout cas la Cour d'appel, avait reconnu que c'était une région où il y a beaucoup de moustiques. Exact. Et donc, il aurait pu le prévoir, en fait. Et là, maintenant, pendant la pandémie, bien sûr, on pourrait toujours évoquer ce caractère-là, mais faut pas se leurrer, l'imprévisibilité, là, maintenant, tout le monde sait qu'on est parti pour une pandémie assez longue, et de rompre de façon anticipée semble difficile. Par contre, on peut bien sûr faire de l'activité partielle pour le CDD. Le CDD est éligible à l'activité partielle. D'accord, donc il bénéficie de l'activité partielle et peut effectivement être... Alors, parenthèse d'ailleurs, j'ai vu que les droits au chômage, le 84% brut, passaient à 72, là, c'est passé. Hein. C'est-à-dire que les employeurs vont avoir un reste à charge plus important, me semble-t-il. Alors, c'était le plan. Non, mais c'était le plan, mais ça y est, c'est arrivé. Non. C'est repoussé? On a un décret qui repousse encore. De combien, là? Là, pour l'instant, jusqu'à fin février. Fin février, c'est-à-dire fin février, il y a encore la possibilité d'avoir son chômage partiel, son chômage à 84% du brut. Et après, on passera à quoi? 70%? Alors, 60% pour l'employeur, 70% pour le salarié. Et puis surtout, le but, c'est que derrière, le remboursement soit beaucoup plus bas. Et un reste à charge. Voilà, et on serait à 36% de remboursement. Sans effrayer nos amis hôteliers et restaurateurs, hors secteur protégé, qui sont les secteurs que je viens de citer. Là, les hôteliers sont sur un secteur vraiment protégé. Juste un point d'ordre pratique, on en a beaucoup parlé puisqu'on parle beaucoup de ces... Alors c'est un peu gris comme chronique puisqu'on anticipe cette crise avec des entreprises qui commencent déjà à s'organiser, à préparer leurs plans sociaux, à réorganiser et à ventiler leurs salariés. Est-ce qu'on peut organiser un entretien préalable de licenciement en visio ou est-ce qu'il y a une obligation de présentiel? Alors, c'est une bonne question. Si vous m'aviez interrogé il y a un an, tout juriste aurait dit non, mais jamais, surtout pas. Il faut être présent. Voilà, exactement, pour pouvoir se défendre. Voilà, exactement. Et il n'y a aucun cadre légal. Le Code du travail n'a pas été modifié. La Cour de cassation ne l'admet pas. Elle dit un entretien téléphonique, ce n'est pas possible. Les cours d'appel sont fluctuantes. Certaines, par exemple, à Rennes, ils vont l'admettre, mais pas à Grenoble. Vous voyez, donc il y a un problème
de cadre juridique. Par contre, maintenant, face à la pandémie, tout le monde a dû s'adapter. Et si on prend le risque de le faire, il y a 2 garde-fous à respecter. Déjà, premièrement, l'accord du salarié. On ne va pas lui imposer. On lui dit, est-ce que vous êtes d'accord? Et le deuxième garde-fou, c'est l'assistance. En fait, dans un entretien, il faut être assisté. Donc, il faut qu'il soit... Délégué du personnel ou un salarié extérieur. Exactement, c'est ça, voilà, tout à fait. Si le salarié refuse la visio, ça repousse d'autant et donc il continue à être payé par l'entreprise? Alors là, on est sur le délai de convocation d'entretien préalable. Il y a un délai? Oui, bien sûr. Le salarié, si ce n'est pas un licenciement pour faute grave, il est toujours payé. Il est en train de travailler, tout à fait. Avant de nous quitter, l'experte que vous êtes en droit social, est-ce que vous pensez que le législateur ou même la jurisprudence va faire évoluer le droit? Parce que cette pandémie, elle dure, elle pose différentes questions qu'on vient d'évoquer. Est-ce qu'il faut la modifier et dans quelle direction, selon vous? Alors, je pense que... Je vous donne une grosse responsabilité, là. C'est énorme. Je pense que le droit social va évoluer. Il a déjà évolué, là, depuis mars. De s'auto-prescrire des arrêts maladie, auparavant, c'était invraisemblable. Maintenant, maintenant, c'est possible. Le gouvernement a dit, si vous avez le Covid, vous arrêtez tout de suite. Exactement. C'est ça, alors qu'ils ne sont même pas malades. Vous voyez, donc ça, c'était impensable pour un juriste en droit social auparavant. Donc, je pense que tout est possible. Et il y a eu énormément de décrets, d'arrêtés. Et puis, le droit social va devoir s'adapter à la réalité des entreprises et au télétravail et au travail à distance. Vous nous dites, il faut le rappeler, le gouvernement avait dit, si vous êtes malade, vous vous arrêtez de travailler, il faut quand même ensuite rectifier par un arrêt maladie. Enfin, j'imagine qu'il faut quand même... bien sûr. On est d'accord. En fait, mais c'est juste qu'on ne va pas voir un médecin, on s'autodéclare. On s'autodéclare. Voilà. Puis, il faut quand même justifier par une feuille... En fait, l'assurance maladie édite un arrêt de travail sans voir le médecin. C'est ça, c'est ça. Un dernier mot peut-être sur les évolutions de ce droit social à l'aune de ce Covid. Quels sont les éléments qui ont évolué par la jurisprudence, par les actes? La grosse évolution, bien sûr, c'est l'activité partielle. C'est une explosion de textes, de possibilités de prise en charge. Et je pense effectivement qu'on va aller aussi sur le droit du licenciement économique qui est amené à évoluer, puisque auparavant, il fallait vraiment des difficultés avérées, longues. Là, c'est plus compliqué. Là, est-ce que la jurisprudence ne va pas devoir s'adapter? Tout à fait. Absolument. Et là, on rentre dans cette période d'incertitude, puisqu'on nous annonce à partir de mars, dans un mois et demi, évidemment des plans sociaux qui vont s'accumuler. Oui, je ne vous cache pas que nous, nos clients commencent à nous interroger de façon importante. Ils ne sont pas encore forcément à les faire, mais ils sont obligés de se préparer, de savoir le motif. En plus, ils ont souscrit pour la plupart des engagements en termes d'emploi, puisque du coup, pour renouveler l'activité partielle, il faut s'engager en termes d'emploi. Or, si on licencie pour motif économique, du coup, on ne respecte pas ces engagements, on devra rembourser. On ne l'a pas assez dit, il y avait bien un donnant-donnant aussi. Il y a de l'activité partielle, mais attention, gardez vos salariés. C'est le principe de l'activité partielle, c'est-à-dire qu'on vous soutient, mais vous gardez vos salariés. Voilà. Et c'est vrai que le problème, c'est que la période est tellement longue qu'au bout d'un moment... Quoi qu'il arrive, ça casse. On n'espère pas. On n'espère pas, évidemment. Estelle Damilano, merci d'être venue, experte en droit social chez Information Décisionnelle. Voilà des points précis et c'est intéressant d'entendre des juristes sur ces sujets et sur l'évolution du droit, parce qu'il vit, le droit est vivant. Surtout le droit social. Et le droit social en particulier. Merci beaucoup, on fait une petite pause café. Vous connaissez notre rendez-vous évidemment maintenant avec Fanny Griesmer. Elle nous parle du temps qu'on perd au travail. On perd un temps fou. Elle nous explique tout.